Bonjour à tous, Françaises et Français expatriés sur le continent américain. Je vous remercie pour votre présence et participation à ce webinaire qui aura pour thématique l'investissement en immobilier. On va voir comment investir de manière maligne en immobilier pour tirer profit de la crise et du contexte un petit peu chaotique et particulier aujourd'hui sur les marchés. Voilà, je remercie au passage chaleureusement l'Union des Français de l'étranger pour l'organisation de ce webinaire et je me présente, Samy Delagrange, je travaille pour le compte de la société Monetivia qui est leader sur le marché de la nue propriété dans l'immobilier ancien, on en reparlera. Et voilà, je vous propose d'attaquer tout de suite. Je vais vous présenter la solution lors d'une première partie de ce webinaire, solution de placement, d'investissement. Et dans une seconde partie, je vous inviterai à interagir avec moi en me posant des questions au travers du chat qui est dédié à ça. Voilà. Je vous propose d'attaquer dès à présent. Quand on évoque l'investissement en immobilier, on pense assez intuitivement à l'investissement locatif, c'est-à-dire que j'achète un bien immobilier et j'y installe un locataire dont je vais escompter tirer des loyers et les plus élevés possibles. C'est ça qui va fonder le rendement de mon opération. Ça, c'est quand tout se passe bien et on va voir qu'il y a en fait un certain nombre de limites, de contraintes à cet investissement locatif qui aujourd'hui se font de plus en plus présentes, pesées sur les propriétaires bailleurs. Peut-être qu'il y en a parmi vous et on va voir comment y trouver éventuellement une alternative. Donc, parmi les limites de l'investissement locatif, tout d'abord, la première qu'on peut évoquer, c'est que quand je suis investisseur en locatif, je suis à 100% tributaire de mon locataire, c'est-à-dire que si je n'ai pas de locataire ou si celui-ci s'arrête de me payer, je suis dans une situation où je subis le risque locatif et mon rendement en pâtit immédiatement. C'est évidemment le premier point qu'il faut relever sur le locatif. Le deuxième, c'est que même quand tout se passe bien avec ce locataire, il est là, il paye, je vais quand même constater de toute façon une diminution de mes rendements. Si on regarde de manière un tout petit peu rétrospective ce qui s'est passé en France ces dernières années ou dernières décennies, vous avez des prix de l'immobilier qui ont grimpé en flèche pour des loyers qui, eux, n'ont pas du tout suivi la même courbe, la même tendance. Donc, vous avez forcément un rendement qui, lui, diminue en relatif. Et vous avez même des villes, Paris et maintenant d'autres grandes villes françaises qui lui emboîtent le pas, qui plafonnent les loyers de telle façon à ce que forcément ça vient limiter votre rendement sur l'opération. Également, vous avez des coûts qui vont augmenter, taxe foncière qui est en perpétuelle augmentation, c'est pas prêt de s'arrêter avec notamment la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, il va bien falloir la récupérer quelque part. Également, les charges de copropriété, je vous ai mis le chiffre parce qu'il est édifiant, plus 35% d'augmentation sur 10 ans, c'est considérable. Une fois qu'on a fait tout ça, on n'est pas encore sorti de ce parcours du combattant puisqu'il reste la fiscalité. Fiscalité en France sur les revenus fonciers, elle est tout simplement confiscatoire. Vous avez d'abord l'impôt sur le revenu, ça peut aller jusqu'à 45%. Vous rajoutez à ça les prélèvements sociaux, ce qu'on appelait auparavant la CSG-CRDS, 17,2% qui s'ajoute à votre taux marginal qu'on a vu précédemment. Si en plus vous détenez un tout petit peu de patrimoine immobilier, que vous êtes à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est une ligne supplémentaire que vous allez rajouter. Et enfin, même si ce n'est pas économiquement quantifiable, évidemment, le temps et l'énergie que vous dépensez en gestion, en particulier quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est évidemment à prendre en compte et ça ne vient pas faciliter cet investissement locatif. Un petit focus avec un exemple chiffré que je vous ai mis pour illustrer la fiscalité sur les revenus fonciers quand on est non-résident. Il faut savoir qu'elle est déjà plus douce que quand on est résident fiscal français. J'achète un bien de 600 000 euros, j'escompte tirer 21 000 euros annuels évidemment du locataire que j'ai installé. C'est un rendement brut de 3,5%. C'est ce qu'on est en mesure, en droit d'attendre d'un investissement immobilier. Vous déduisez votre ligne de coût, l'assurance propriétaire non occupant, charges de copropriété, taxes foncières, toutes ces choses-là
à peu près 20% partent en fumée. Vous rajoutez la pression fiscale en tant que non-résident, donc un tout petit peu plus favorable que celle que vous avez en tant que résident fiscal français. Vous avez au bas mot 27,5 qui vont là aussi partir. Ça peut être davantage en fonction du pays d'expatriation. Hein, sur les prélèvements sociaux, ça peut être les 17,2, les mêmes que ceux qu'on a en France. Ce qui nous amène à un rendement net autour de 2%. Bon, évidemment, c'est déjà moins satisfaisant. Si en plus je suis à l'IFI, comme je disais tout à l'heure, on approche des 1,33%, et il me reste moins de 8 000 euros sur un loyer qui, en facial, était censé m'en rapporter 21. Donc, clairement, pour une performance qui se rapproche de celle d'un support monétaire ou d'un fonds euro, on voit bien que ça ne vaut pas le coup de prendre le risque locatif qu'on a évoqué précédemment. Alors, quelle alternative à ça? C'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui en étudiant la nue propriété, et en particulier la nue propriété dans l'immobilier ancien, dans l'existant. On va voir en quoi c'est une alternative maligne, l'objectif étant de venir conserver tous les avantages du locatif et de se débarrasser des inconvénients. Voilà. Alors, une nue propriété, comment ça fonctionne? C'est très simple, je vais venir acheter un bien et je vais laisser à mon vendeur, qui sera bien souvent une personne âgée, un senior, je vais lui laisser une valeur d'usage qu'on va délimiter ensemble de manière temporaire. Donc, je lui laisse une période d'occupation du bien. Là, vous avez par exemple un exemple sous les yeux avec un bien d'une valeur de 500 000 euros. On laisse 15 ans d'usage au vendeur. On va venir valoriser à partir des loyers. Ce sera ça la donnée clé dans notre calcul. On va venir valoriser ces 15 ans d'usage à partir des loyers. Ici, on conviendra que 15 ans d'usage, c'est 180 000 euros. On va les déduire de la valeur du bien, 500 000. Et au lieu d'acheter le bien 500 000 euros et d'en tirer des loyers, je vais l'acheter directement avec une décote correspondant à 15 ans de loyer. Donc, je l'achète 320 000 euros. Juridiquement, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est très simple. Quand on parle du droit de propriété à la française, en France, en fait, ça recouvre plusieurs prérogatives. Et dans ces prérogatives, il y en a deux. Vous avez la nue propriété, c'est ce que nous, on va venir acheter en tant qu'investisseur en nue propriété. C'est le fait de détenir les murs, l'enveloppe du bien immobilier, le cadastre en quelque sorte. Et de l'autre côté, vous avez l'usufruit, qui est un droit de jouissance, et c'est ça qu'on va laisser à notre vendeur. Donc, c'est les 15 ans d'occupation dans notre exemple qu'on lui laisse. Cet usufruit, on ajoute un qualificatif parce qu'il est temporaire, on l'a délimité, on l'a timé, on le valorise économiquement, et puisqu'il est temporaire, il a vocation à s'éteindre. Le jour où il s'éteint, l'usufruit rejoint la nue propriété pour former à nouveau la pleine propriété entre mes mains, moi qui étais nu propriétaire. Alors, toute la question maintenant, c'est de savoir comment on va calculer, comment j'arrive à convertir 15 ans de loyer, 15 ans d'occupation, pardon, en 180 000 euros de loyer, de décote que j'encaisse sous forme de réduction de prix à l'achat. La première étape du processus, c'est évidemment de se mettre d'accord sur un loyer qui va être un loyer de marché. Donc, on fixe cette donnée, on va fixer le loyer du bien. On va ensuite venir l'indexer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisqu'on prend en considération 15 ans de flux futurs qui sont 15 ans de loyer, le loyer d'aujourd'hui ne sera évidemment pas le même que celui de 2036. Donc on va venir indexer, on va venir augmenter ces loyers au fil du temps, ce qui va vous permettre d'avoir une décote évidemment un peu plus grosse, accrue. De la même manière, puisqu'on augmente le loyer pour tenir compte d'une certaine inflation, on va faire effectivement la même chose pour tenir compte du fait qu'on encaisse aujourd'hui 15 ans de flux futurs, 15 ans de revenus qu'on aurait dû percevoir au fil de l'eau sur cette durée, et qu'on encaisse dès aujourd'hui. Ça, c'est l'actualisation, c'est la troisième étape. Enfin, je vais venir déduire de cette masse de loyer, ces 15 ans de loyer indexés et actualisés, je vais venir déduire un ratio de charges, travaux, taxes qui sera généralement aux alentours de 20%, de manière à ce que vous n'ayez plus rien à payer pendant les 15 ans de démembrement qui vont suivre.
Le résultat de ça, c'est que vous avez encaissé une décote qui équivaut à 15 ans de loyer. C'est la réduction de prix que vous avez en investissant en nue propriété. On a dit que le vendeur était un senior, une personne âgée. Et quand on dit ça, il y a du coup deux scénarios qui sont possibles par rapport aux 15 ans qu'on a projetés. Soit le senior va décéder de manière prématurée par rapport à cette durée, soit il va au contraire survivre à cette durée et à ce moment-là, on va lui permettre, on va voir comment, mais on va lui permettre de continuer à occuper le bien. Alors, le scénario numéro 1, où il décède de manière prématurée par rapport aux 15 ans. On a prévu 15 ans, il m'a prépayé 15 ans de loyer et il se trouve qu'en année 10, il quitte ce monde. Voilà. Je récupère plutôt mon bien puisque son usufruit s'éteint en même temps que lui, vient rejoindre ma nue propriété pour former à nouveau une pleine propriété. Donc, je suis tout de suite plein propriétaire de mon bien et je peux tout de suite commencer à l'exploiter économiquement, que ce soit en le revendant, en le mettant en location ou pourquoi pas en l'occupant moi-même. La deuxième conséquence, elle est économique. J'ai encaissé 15 ans de loyer, j'ai patienté 10 et je suis donc face à un trop perçu de 5 ans. 5 ans de loyer. Ces 5 ans de loyer, il serait de bon ton de les restituer, de les rembourser au vendeur. N'étant plus de ce monde, on va plutôt se tourner vers ses héritiers. Et pour venir rendre encore un peu plus attractive cette solution, il va y avoir une hausse de votre rentabilité sur cette opération, puisque vous n'allez pas restituer les 5 ans en totalité, vous allez conserver toujours un tiers du trop perçu des loyers. Donc ici, vous patientez 10 et vous encaissez en réalité un peu plus de 11 ans et demi de loyer. Le cas numéro 2, le scénario numéro 2, c'est le scénario dans lequel la personne âgée, le senior, va vivre plus longtemps que le terme qu'on avait contractuellement convenu ensemble. S'il reste plus longtemps dans le bien, il y a une assurance qui est fournie par Allianz et qui va venir se déclencher en 15e année pour venir fournir une indemnité mensuelle qui va venir protéger la rentabilité de l'investisseur. Voilà. Donc, si le vendeur est toujours en vie et que l'investisseur ne récupère pas son bien, eh bien en fait, l'assurance se déclenche, elle assurait ce risque, elle couvrait ce risque et elle indemnise jusqu'à ce que le senior quitte le bien et que vous l'ayez récupéré. En synthèse, la solution que je viens de vous présenter dans ces grandes lignes, c'est un contrat Monetivia, ça n'existe que chez Monetivia, c'est un démembrement temporaire assorti d'une assurance. Deux débouclages possibles pour l'opération, soit ça se termine plus tôt que ce qu'on avait prévu et j'ai une rentabilité haussière par rapport au prévisionnel de départ, soit ça se termine plus tard que ce qu'on avait prévu, je n'ai pas récupéré mon bien, mais ma rentabilité est protégée par l'assurance Allianz. Ce qui fait de la nue propriété finalement un placement, un investissement où vous avez ensemble sécurité et performance. Vous avez un super couple rendement-risque. Il y a énormément d'avantages à investir en nue propriété. Le premier, c'est que évidemment, on a la rentabilité du locatif sans avoir les risques du locatif. On a tout encaissé dès lors qu'on sort de chez le notaire, on a nos 15 ans de loyer encaissés sous forme de réduction de prix. Donc on n'est plus soumis aux aléas qu'on évoquait tout à l'heure dans le locatif. Et on a même en fait une performance qui est meilleure que celle du locatif. Parce que d'abord, j'ai encaissé 15 ans de loyer plein, j'ai pas eu de scénario de vacances et ou d'impayé. Et également, j'ai pas non plus la pression fiscale qui s'est appliquée sur mes loyers. Celle qu'on illustrait tout à l'heure ici n'est pas présente. J'ai converti du brut, la rentabilité du locatif brut qu'on voyait tout à l'heure, en net. Et du coup, j'ai une performance bien meilleure que sur le locatif. Également, quand je vais récupérer mon bien en pleine propriété et que je vais souhaiter le revendre, si j'ai acheté 60 par exemple, un bien dont la valeur en pleine propriété est de 100, eh bien, je ne serai pas fiscalisé sur toute la décote et donc sur toute la plus-value que je vais pouvoir constater à la revente. Le fisc viendra en fait chercher la valeur de la pleine propriété à la date, au jour de l'acquisition.
Également, on a dit qu'on laissait un usufruit à notre vendeur. Le fait de lui laisser un usufruit permet de lui laisser les charges qui vont avec ce droit. Et donc, on lui laisse tout ce qui est coût régulier sur le bien. Et donc, on ne paye ni taxe foncière, ni charge de copropriété, par exemple. Tous les coûts d'entretien sont répercutés sur le vendeur. Moi, je ne paye rien pendant la durée du démembrement. Enfin, autre avantage, ça en fait pas mal, puisque je passe devant le notaire avec une assiette réduite, je reprends mon exemple où j'achète avec 40% de décote par exemple, eh bien je présente une assiette extrêmement réduite qui est la valeur fiscale de la nue propriété à mon notaire et je ne vais payer des frais de notaire que sur cette assiette réduite. Donc l'économie, ici le gain, c'est l'économie des frais de notaire sur tout le différentiel entre la valeur fiscale de la nue propriété et de la pleine propriété. Enfin, au contraire du locatif, et c'est précieux, on l'a dit quand on habite de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que j'ai évidemment aucun souci de gestion, on se voit chez le notaire, rendez-vous le jour où je récupère le bien. Sécurité, performance que vous retrouvez dans ce placement en nue propriété, ce n'est pas juste des éléments de langage, ici c'est réellement concret. Pourquoi? Parce que d'abord vous achetez un actif qui est tangible, le véhicule, le sous-jacent de votre investissement, c'est de l'immobilier, c'est de la pierre, et en plus de la pierre que nous, on sélectionne en amont pour qu'elle soit la plus résiliente possible, la plus patrimoniale possible, que ça fasse du sens dans une stratégie défensive. Et donc, voilà, c'est un vrai actif que vous achetez. Vous ajoutez une belle pierre à votre patrimoine. Vous le sécurisez et vous l'achetez avec en plus une décote. Donc, vous protégez vos fonds propres via cette décote. La rentabilité, donc notamment votre décote, est meilleure qu'en locatif. On l'a dit, on a converti le brut en net. Et cerise sur le gâteau, vous avez un effet de levier sur l'évolution du marché qui est formidable. Vous avez un schéma sous les yeux où votre investissement est de 60 pour un bien qui vaut 100 en pleine propriété. Si le marché venait, allons-y gaiement, à doubler de valeur, le jour où vous revendez le bien, c'est pas 120, c'est pas 60 que vous avez converti en 120, mais c'est bien 200 que vous récupérez. Donc l'effet de levier, il est énorme par rapport aux 60 de fonds propres que vous avez vous-même investis. La nue propriété, ce qu'il faut retenir, c'est donc que vous ajoutez une belle pierre à votre patrimoine. C'est un actif tangible, c'est de l'immobilier, c'est défensif, c'est pas volatile, ça dégringole pas du jour au lendemain comme certains marchés financiers. Vous l'achetez en plus avec des cotes, c'est-à-dire que dans un exemple où vous achetez avec 40% de décote, il faut que le marché immobilier à Paris par exemple perde 40% de sa valeur, se retourne de 40% pour que vos fonds propres commencent à être impactés. La décote joue un rôle de coussin amortisseur en cas de mouvement baissier du marché et sécurise en plus votre performance. On parle de produits à capital quasi garanti. En plus, vous êtes directement propriétaire du bien. Il n'y a pas d'intermédiaire à rémunérer, d'intermédiaire de gestionnaire comme ce que vous pouvez avoir dans la pierre papier, les CPI ou les fonds d'investissement, ce genre de choses. Le pendant de ça, c'est évidemment que la nue propriété, c'est plutôt un investissement de long terme. Dans mon exemple, j'évoque des nues propriétés de 15 ans. Évidemment, il ne faut pas escompter récupérer son bien ou ses fonds avant le terme sur lequel vous vous êtes investi, puisque voilà, si vous voulez récupérer dans 2 ans, 3 ans, je vous le dis, ne faites pas de la nue propriété, évidemment. Un petit cas pratique pour illustrer tout ça de manière chiffrée. Vous avez au passage un petit aperçu des différentes typologies de biens qu'on peut vous proposer au sein de Monetivia. Vous voyez que ça va de l'haussmannien parisien à la villa avec piscine sur la Côte d'Azur. Alors, un exemple d'une opportunité qu'on a d'ailleurs en ce moment à la vente en stock, en portefeuille. On est à Paris, rue de Paradis, dans le 10e arrondissement. Et je vous propose un appartement ancien, 130 mètres carrés, en nue propriété 15 ans, avec une décote de 36%. C'est un appartement qu'on a valorisé 1,6 million et que vous allez pouvoir acheter en nue propriété à 1 25 000 euros, soit avec 36% de décote.
36% de décote, comment est-ce qu'on les calcule? On va partir de l'hypothèse que vous voyez tout en haut, le loyer de marché métrique, mensuel évidemment, 32,50 € du mètre carré, ce qui vous génère la première année un peu plus de 50 000 € de loyer, vous le voyez sur les bâtonnets gris, la première année 51 116 €. Vous voyez qu'il y a une augmentation croissante de ces bâtonnets gris, c'est l'indexation des loyers qu'on évoquait tout à l'heure. Vous voyez qu'elle est d'ailleurs conséquente et bien visuelle, puisqu'on termine quasiment à 63 000 € de loyer annuel en année 15. Donc il y a une vraie revalorisation. Tous ces bâtonnets, je vais les additionner, je vais en faire la somme. Je vais actualiser tout ça à 2,5% et j'applique le ratio de charge travaux-taxes qui vous permet ensuite de ne plus rien payer pendant toute la durée du démembrement. On a donc 620 000 € de loyer à encaisser directement sous forme de réduction de prix. On est prépayé de 620 000 €, ce qui nous permet d'avoir une valeur de nue propriété à 980 000, auquel on ajoute la couche d'honoraires de Monetivia, 2,81% ici, et ça vous donne du coup un prix de commercialisation de la nue propriété d'1 025 000 €. Ici, vous avez la déclinaison sur les années 5, 10 et 15, et notamment 5 et 10 pour le scénario où le vendeur viendrait à décéder de manière prématurée, et du coup, qu'on sortirait par le scénario du complément de prix. Si je récupère en année 10, mon vendeur décède en année 10, j'ai 250 000 € de valeur d'usufruit résiduel. C'est les loyers que le vendeur n'a pas eu le temps de consommer, pour cause, puisqu'il est décédé. Là-dessus, j'applique l'abattement qu'on évoquait tout à l'heure. Je vais conserver un peu plus d'un tiers de ces 250 000 €. Donc là, je regagne encore à peu près 80 000 €, la différence entre 250 et les 165 que je vais venir verser à ses héritiers. Ce qui fait que j'aurais acheté cet appartement pour moins d'1,2 million. Je rappelle que sa valeur en pleine propriété, c'est 1,6 million. Ici, je l'ai payé 1 190 000. J'ai donc une décote de 28% sur 10 ans, sans même considérer que le marché ait pu monter pendant ces 10 ans. Évidemment, si j'investis en une propriété à Paris 10e arrondissement, c'est que j'ai l'intuition que ce marché va monter, qu'il est haussier, que j'y crois, ce qui me génère un TRI, une rentabilité annuelle de 3,4%. Comment on fait pour saisir ce type d'opportunité? C'est tout l'objet de ce webinaire. On se rapproche de Monetivia. Je vous donnerai les coordonnées en fin de diapositive. Monetivia, c'est une société qui est leader sur le marché de la nue propriété en France, dans l'ancien. Ancien comprenait immobilier existant versus le neuf. On en dira un mot également tout à l'heure. Société donc, qui est spécialisée en immobilier d'abord et puis en ingénierie patrimoniale, puisqu'il faut avoir le bagage technique pour pouvoir démembrer des biens et vous accompagner sur cet aspect qui est finalement très juridique. Et c'est ce qui nous a valu d'être d'ailleurs sélectionnés par Allianz pour distribuer leur contrat d'assurance sur cette solution packagée. Et c'est notre partenaire historique et exclusif. Vous ne trouverez du contrat Monetivia évidemment que chez Monetivia. La nue propriété, de manière générale, ça répond à tout un ensemble d'objectifs patrimoniaux que vous pouvez avoir. Le premier étant évidemment de se constituer un patrimoine grâce à l'effet de levier que j'évoquais précédemment, mais également préparer sa retraite. Là, la stratégie, elle est relativement simple. On va venir calibrer la durée de nue propriété avec sa date de départ prévisionnelle en retraite. Ce qui fait que je me garantis le jour où je pars à la retraite, je me garantis d'avoir soit récupéré un bien que j'ai revendu, et dans ce cas je pars avec un gain en capital considérable, soit je le mets en locatif et j'ai un complément de revenu, ou alors même le bien n'a pas été libéré, mon vendeur est toujours en vie et je perçois l'assurance, ce qui va venir également là aussi me fournir un complément de revenu très intéressant. Également, la nue propriété, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté sous l'angle de la donation, de la transmission. Ça s'emploie énormément dans les cellules intrafamiliales où généralement la génération parentale va venir donner, gratifier la génération des enfants de la nue propriété de ces biens immobiliers. Ce qui permet, de la même manière que je payais moins de frais de notaire tout à l'heure
sur le versant de la transaction en achetant une nue propriété, et ben là c'est exactement le même exercice. Si je transmets à titre gratuit, eh bien je paye moins de droits de succession ou de droits de donation en transmettant seulement la nue propriété. Également, c'est possible d'acheter finalement en nue propriété pour soi, pour un usage personnel futur. À ce moment-là, on va plutôt vous orienter sur de la résidence secondaire, mais c'est tout à fait possible de se dire j'achète une villa sur la Côte d'Azur à Saint-Tropez, les pieds dans l'eau avec piscine, pour passer une retraite dorée au soleil. Voilà, donc c'est quelque chose de possible. La nue propriété, ça se pratique sous différents formats que vous retrouverez tous chez Monetivia. Il y a tout d'abord le démembrement temporaire. Le démembrement temporaire, c'est typiquement sur une nue propriété 15 ans, j'achète en 2021, je récupère en 2036, on l'écrit dans l'acte notarié. Ça a l'avantage de la visibilité, il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas d'imprévu. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, je n'ai pas de velléité de pouvoir récupérer le bien plus tôt et donc d'avoir une hausse de cette rentabilité. Le deuxième format, c'est celui qu'on vient de détailler ensemble, c'est le contrat Monetivia. Donc c'est basé sur la même chose, démembrement temporaire, et vous ajoutez cette souplesse sur la sortie avec le scénario d'une récupération anticipée ou le scénario d'une prolongation du bail du senior, de la personne âgée finalement, avec le déclenchement de l'indemnisation par l'assurance. Et il y a un troisième format, je pense que je vais probablement avoir la question, c'est le démembrement viager. Ici, on raisonne sur des démembrements temporaires qu'on est venu timer, mais il est également possible de laisser à votre vendeur un usufruit à vie, un usufruit viager. Et puisque, du moins en théorie, vous n'êtes pas censé connaître la date de décès de votre vendeur, il existe de facto un aléa sur le timing de récupération. Là, c'est une opération où il y a beaucoup plus de risques. Vous ne connaîtrez la rentabilité finale de votre opération que le jour du décès de votre vendeur. Voilà, donc c'est un troisième format très différent. Un mot, comme promis, sur la nue propriété qui existe également dans le neuf. C'est un produit extrêmement différent de la nue propriété dans l'ancien qu'on propose. Concrètement, vous opposez dans le neuf un mécanisme de défiscalisation. Vous êtes là pour venir chercher une carotte fiscale et non pas une plus-value. Il n'y a pas d'intérêt réel pour le sous-jacent. Le neuf, c'est un marché de promoteurs. Ça date du début des années 2000. Le promoteur, il raisonne complètement à l'inverse. Il a besoin de foncier, donc il va aller cibler, sourcer des terrains du foncier en périphérie des grandes villes et il va faire sortir un programme en bloc, donc un immeuble en bloc qui va revendre à la découpe. Vous allez venir acheter la nue propriété. Et l'intérêt que vous venez chercher, c'est l'avantage fiscal, tandis qu'il va donner l'usufruit à un bailleur social. Donc l'appartement est employé comme un logement social, comme un HLM, pendant toute la durée du démembrement. Tandis qu'évidemment, dans l'ancien, on s'adresse plutôt déjà à un particulier. Le particulier, c'est une personne âgée, souvent qui vit dans le bien depuis longtemps, quelquefois depuis toujours, qui reprend un bail de 15 ans dans notre exemple, et du coup, on escompte de lui qu'il n'attache pas la même affection et le même entretien. Évidemment, il y a une accumulation de locataires, c'est toujours un peu moins conciliant avec le bien que ne peut l'être un senior qui est chez lui finalement. Donc voilà, deux choses vraiment très différentes. Et puis, alors surtout, ce qui va faire la différence aussi, c'est le neuf est beaucoup plus cher. Bon, à l'instar, c'est vrai pour l'immobilier, c'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour tout un tas de choses. Mais le neuf est beaucoup plus cher à l'achat puisque vous rémunérez des intermédiaires, la marge du promoteur. Et de toute façon, vous revendrez votre bien dans 15 ans quand vous l'aurez récupéré, évidemment sur le marché de l'ancien, sur le marché du secondaire. Voilà, donc une offre qui est particulièrement adaptée au profil expatrié, vous l'avez compris, vous représentez plus d'un quart de nos investisseurs, donc c'est évidemment conséquent, et vous commencez, je pense,
au bout de la 30e minute à deviner pourquoi ça match avec votre profil, votre situation géographique et personnelle, puisque finalement, vous n'avez pas de gestion locative, vous n'avez pas besoin d'être sur place pour vous occuper de votre bien. Il n'y a pas de flux financier non plus, vous ne percevez pas de loyer en une propriété puisque vous avez déjà tout encaissé. Et du coup, il n'y a pas d'effet de frottement fiscal entre la France et votre pays d'expatriation. Donc, c'est parfaitement adapté et ça vous permet surtout de prendre date dans un marché et de pas laisser le marché monter de manière stratosphérique et d'avoir une mauvaise surprise à votre retour en France. Voilà, je vous propose de passer maintenant aux questions, de prendre évidemment en note les coordonnées qui s'affichent pour pouvoir vous rapprocher de nous. N'hésitez pas à poser vos questions, le chat est fait pour ça. Alors, on a une première interaction de Franck Diedro. Bonjour d'Halifax, Canada. Bonjour Franck. Alors, une première question de Marc. Si on veut prendre plus de risques, est-il possible de laisser un usufruit à vie au vendeur? Oui, tout à fait Marc, effectivement. C'est ce que je vous exposais sur les différents formats que vous voyez ici. Votre question vise le démembrement viager. Le démembrement viager, je laisse un usufruit effectivement à vie au vendeur. Je ne sais pas quand est-ce que mon vendeur va décéder, en théorie du moins. Et du coup, il y a un vrai aléa sur la transaction. Concrètement, si mon vendeur décède très rapidement, je fais la meilleure opération du monde. Et si au contraire, je tombe sur Jeanne Calment et qui vit 100 ans là où j'avais prévu 85, et évidemment, j'ai 15 ans sur lesquels j'ai une rentabilité qui va être baissière, décroissante. Question de Franck, quelle est la différence avec les viagers? Du coup, c'est ça la différence avec le viager, c'est que dans le viager, vous avez un vrai risque de surlongévité de votre vendeur. Votre rentabilité est tributaire de la longévité de votre vendeur. Dans un contrat Monetivia, le fait de venir timer l'usufruit, de faire un usufruit temporaire et d'assurer la période post-usufruit, vous êtes assuré contre le risque de surlongévité. Vous percevez votre indemnité, votre rente mensuelle, et du coup, le risque est couvert. Donc, la différence entre les deux, c'est le risque, c'est votre appétence au risque. Question de Monique Paul. Comment remédier aux répercussions fiscales sur ce type d'investissement, en particulier la tranche à 45%, tranche marginale d'imposition à 45%, et les CSG-CRDS qui nous est imposé à nous, non-résidents hors Europe? Eh bien justement, c'est tout l'intérêt de la nue propriété, c'est que vous substituez à la fiscalité des revenus fonciers celle que vous exposez, tranche marginale d'imposition qui peut effectivement aller jusqu'à 45%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%. On est d'accord que c'est du coup un calcul qui est confiscatoire. Et vous substituez à cette fiscalité la fiscalité sur les plus-values, et la plus-value ne sera appréciée par le fisc qu'en ayant pour base la valeur en pleine propriété du bien. Concrètement, vous achetez 60, un bien qui vaut 100. Si vous le revendez 100, il y a 0 de plus-value fiscalisée. Si vous le revendez 110, il y a seulement 10 qui seront fiscalisés. Question de Chloé. Bonjour, qui paye l'assurance Allianz? Alors, excellente question, c'est le vendeur qui paye l'assurance Allianz. Tout simplement parce que en fait, le vendeur paye l'assurance Allianz. Vous êtes bénéficiaire de cette assurance. C'est pour ça que c'est vous qui percevez la rente le jour où elle se déclenche, 15e année. Et il faut savoir qu'il y a un scénario dans lequel le vendeur peut également, en 15e année, à partir de la 15e année, décréter qu'il est plus apte à se maintenir à domicile, partir en maison de retraite ou ailleurs, quelque part où ça sera plus adapté, plus confortable pour lui, selon lui en tout cas. Et à ce moment-là, le fait qu'il vous restitue le bien, vous dénouez votre opération, c'est terminé pour vous et vous pouvez commencer à l'exploiter économiquement. Et lui, en contrepartie, va récupérer la rente de l'assurance Allianz. Donc c'est finalement
une prévoyance pour lui, il va pouvoir partir et la rente lui paiera tout ou partie de sa maison de retraite ou de son lieu de fin de vie. Quel est le coût de cette assurance alliance? Alors, question de Den, pardon. Alors, le coût, il est variable. Ça dépend évidemment de la valeur du bien, mais aussi beaucoup de la durée de nue propriété. Hein, c'est un calcul qui va être fait, puisque l'idée étant de partir d'un objectif de rente à la fin, on calcule ensuite la prime d'assurance à verser par le vendeur chez le notaire en fonction de l'horizon de placement qu'on a devant nous et évidemment de la valeur du bien. Deuxième question de Den, comment comparez-vous le rendement d'un de vos produits sur 15 ans et celui des meilleurs SCPI en nue propriété? Alors, concrètement, les deux produits sont dans la forme assez comparables, puisque dans les deux cas, on a un sous-jacent immobilier et on achète ça sous un format de nue propriété. Donc, vous allez acheter avec des cotes également pour vos SCPI. Simplement, la vraie différence, c'est que ici, vous êtes propriétaire en direct de votre bien et vous ne rémunérez pas la société de gestion qui, tous les ans, ponctionne des frais de gestion sur votre placement, sur votre investissement. Et voilà, surtout, il faut avoir une petite conviction sur l'immobilier en direct, sur la pierre. La société de gestion, si vous investissez en une propriété 15 ans, bon, ben voilà, ça veut dire que vous investissez à la fois sur le marché immobilier qui est visé par la société de gestion, hein, ça peut être du bureau, de la santé, de la logistique, ou au contraire un secteur géographique, l'Allemagne, l'Europe, la région parisienne. Mais vous misez aussi et surtout sur la société de gestion, puisque en fait, si vous voulez sortir de votre opération, vous avez un sujet de liquidité à la récupération dans 15 ans et vous avez un sujet qui est qu'il faut que la société de gestion existe toujours dans 15 ans, ce qui n'est pas toujours évident. Question de Yann. Bonjour, merci pour votre présentation. Pour un expatrié en contrat local aux États-Unis, pas de revenus en France, comment obtenir un prêt bancaire en France pour l'achat du bien? Alors, j'ai effectivement pas parlé du financement. Le financement est possible sur ce type d'investissement. C'est immobilier, on peut donc l'acheter par un crédit bancaire. Alors, quelques conditions néanmoins, sinon ce serait trop facile. On peut résumer de manière assez générale. On peut résumer la condition au fait de détenir préalablement du patrimoine en France. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut évidemment prévoir un apport. Hein. Les banques ne prêtent plus à 100 ou à 110% comme ça se faisait jusqu'à encore récemment. Donc il faut 10-20% d'apport. Et surtout, il va vous falloir ce qu'on appelle une garantie déplacée. C'est-à-dire que la banque, quand vous achetez un bien quelconque en pleine propriété, colle une hypothèque sur l'appartement, sur le bien que vous avez acheté. Et ça ne va pas plus loin. Sur une nue propriété, elle ne peut pas faire ça puisque vous avez une personne âgée qui reste dedans et vous n'en êtes que nue propriétaire. Donc, elle va vous demander une garantie déplacée. Une garantie déplacée, c'est un actif de même valeur, mais qui soit déplacé, donc autre, qui soit un collatéral à côté. Ça peut être du financier, comme une assurance vie par exemple. Je vais emprunter 300 000 euros, j'ai une assurance vie avec 300 000 euros, je peux proposer à la banque de nantir mon contrat d'assurance vie, de prendre mon contrat d'assurance vie en garantie. Ou alors, ça peut être de l'immobilier. J'ai mon ancienne résidence principale en France qui vaut 300 000 euros ou plus. Je peux offrir ça à la banque et la banque va hypothéquer mon ancienne résidence principale ou une résidence secondaire ou un locatif, peu importe. Question de Laure, je suis surprise que nous n'ayons pas à payer la taxe foncière lorsque l'on achète en nue propriété. Est-ce seulement de la TOM, taxe des ordures ménagères, je suppose, dont vous parlez, ou bien de l'intégralité de la taxe foncière? Non, je vous confirme, effectivement, c'est bien l'intégralité de la taxe foncière, donc taxe des ordures ménagères comprise, tout simplement parce qu'on a laissé un droit de jouissance à notre vendeur, on lui laisse un usufruit, ce qui est un droit
tout à fait respectable, fort, qui a un certain poids. Et quand vous avez un droit, vous avez les charges qui vont avec. Et du coup, on le prévoit, c'est le code civil qui le prévoit, et on le recopie contractuellement pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Question de Samuel. Bonjour, une idée de l'impôt sur le revenu pour un résident canadien, Québec. Eh bien, dans quel cas? Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. L'impôt sur le revenu, si vous êtes résident canadien, j'imagine que vous allez le payer selon la fiscalité canadienne, québécoise. Si vous avez des revenus en France, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est la fiscalité sur les revenus fonciers qui va trouver à s'appliquer. Question de Sydney. Quelle est la taxation si l'on meurt pendant le démembrement? Alors, si on meurt pendant le démembrement, tout simplement le contrat se poursuit. Donc, je reprends mon exemple avec une nue propriété, un contrat Monetivia 15 ans. Si c'est moi qui décède en année 10 et que mon vendeur me survit, mon bien, ma nue propriété va se transmettre à mes héritiers, à qui il restera du coup 5 ans de nue propriété, de démembrement à patienter avant de récupérer le bien, sauf si le vendeur décède à son tour. Et la taxation ne portera que sur la valeur fiscale de la nue propriété. Il est possible d'optimiser encore un peu plus la chose parce que, évidemment, en valeur fiscale, donc je vais payer moins de droits que si j'avais transmis le même bien pour 100% de sa valeur et donc en pleine propriété. Il est possible d'optimiser encore un peu plus la chose en associant les enfants directement à l'acte d'achat ou bien par une donation ou une transmission ultérieure. On ferait par exemple juste avant ou juste après l'acte d'achat de la nue propriété. Question de Béatrice. Bonjour, nue propriété. Est-ce que la personne occupant la propriété pendant le démembrement peut 1. Sous-louer la propriété, 2. Partir pour vivre ailleurs? Que se passe-t-il dans ces cas-là? Tout à fait. Elle peut faire les deux. Alors, elle ne va pas sous-louer la propriété. En fait, elle a, comme je disais, un usufruit. Donc, elle a, en latin, c'est usus, l'usage, et le fructus, les fruits, le droit de percevoir les fruits de son bien. Et c'est pour ça, justement, parce que j'ai le droit de percevoir les fruits du bien en tant que vendeur, qu'usufruitier, que j'ai du coup la taxe foncière. Je rebondis sur la question tout à l'heure de Laure. Donc effectivement, elle peut le louer. Évidemment, elle ne pourra pas excéder la durée de démembrement, c'est-à-dire que si on est sur un démembrement de 15 ans et qu'elle se met à louer en année 14, eh bien, elle pourra faire qu'un bail d'1 an pour que vous puissiez récupérer le bien. Sauf si c'est votre volonté de le mettre en location derrière, et auquel cas on lui permettra de faire un bail plus long et simplement les loyers seront versés à partir de la 15e année sur votre RIB. Et la deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'elle peut également partir pour vivre ailleurs? Elle peut partir pour vivre ailleurs, mettre son bien en location par exemple, ou alors vous proposer de récupérer le bien plus tôt. C'est possible aussi. Alors, question de François, bonjour, est-ce que les banques financent facilement ce genre d'opération? Quel apport personnel minimum est généralement demandé? Alors François, est-ce que les banques financent facilement? Non, pas facilement, mais oui, c'est tout à fait finançable, il est tout à fait possible d'emprunter. On vous accompagne sur ce sujet, évidemment. Les conditions, comme je vous disais, c'est de prévoir un apport tablé sur au moins 20%. Je pense que c'est l'idéal. Les frais de notaire ne seront pas pris en charge par la banque, donc il faut les prévoir. Et prévoyez surtout la garantie déplacée, que ce soit de l'immobilier alors libre de dette, libre de garantie, ou du financier que vous souhaitez pas investir dans l'immobilier, vous pouvez le placer au sein de votre banque, proposer à la banque de se garantir, de prendre des garanties sur ses actifs financiers, assurance vie, PEA, enveloppe boursière en tout genre, et du coup de vous financer sur ces bases-là. On vous accompagne sur ces sujets, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Question de Patricia, bonjour, c'est très intéressant. Merci Patricia. Question de Florence, le contrat Monetivia est-il toujours sur 15 ans ou y a-t-il différentes durées possibles? Alors non, évidemment, il n'est pas toujours sur 15 ans. Ici, je vous ai présenté un exemple
que j'ai voulu volontairement être le même pendant toute la présentation par souci de cohérence et d'intelligibilité de la présentation. Mais non, bien sûr, nos opportunités vont actuellement de ce qu'on a en portefeuille, ça va de 5 à 25 ans. Vous voyez que le panel est large et on peut facilement venir calibrer en fonction de vos objectifs, comme je vous le disais, en fonction d'un horizon de départ à la retraite par exemple, ou d'un horizon de retour en France. C'est quelque chose qu'on peut calibrer assez facilement. Question de Lucie. Est-il possible d'acheter plusieurs biens pour jouer la diversification? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment, si j'achète plusieurs nus propriétés, si j'ai un budget, imaginons d'1 million d'euros, à investir en nue propriété et un horizon de 15 ans, je vais tout à fait pouvoir faire 3 opérations de 300 000 euros en lieu et place d'une seule d'1 million d'euros. Ce qui me permettra d'avoir différents timings. Alors, soit dans les démembrements qu'on aura choisis, peut-être que je ne ferai pas que du 15 ans, je pourrais faire du 10, 15 et du 20. Et également, de toute façon, même si je faisais 3 opérations de 300 000 euros à 15 ans, eh bien, statistiquement, je n'aurai pas mes 3 vendeurs qui vont décéder en même temps, et du coup, je récupérerai mes biens avec un certain roulement, ce qui me permet de les revendre ou de les mettre en location en fonction de comment c'est opportun pour moi, patrimonialement parlant. Question de Jérôme, est-ce qu'il est possible de visiter les biens avant de les acheter ou sont-ils achetés uniquement sur photo? Non, c'est un autre avantage de l'ancien par rapport au neuf, c'est qu'évidemment, vous n'achetez pas sur plan. Tous nos biens sont visitables. On s'attache à vous faire de belles photos en amont et des visites vidéo si vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais non, on vous encourage vivement à venir voir les biens pour que vous puissiez prendre la mesure de votre achat. Si vous ne pouvez pas vous déplacer vous-même, comme je vous dis, visite vidéo, c'est tout à fait possible. Et sinon, on fait aussi visiter des tiers de confiance que vous mandatez pour être vos yeux le temps d'une visite. Question de Caroline, est-ce que la nue propriété est possible avec le bien immobilier d'un parent? Oui, la nue propriété en soi, elle est possible. Avec le bien immobilier d'un parent, la seule chose, c'est que vous allez plutôt le faire à titre gratuit, pas à titre onéreux. Donc, c'est-à-dire que ils vont vous donner plutôt que vous vendre, théoriquement. Mais les deux sont possibles et oui, on vous accompagne là-dessus. On peut vous accompagner sur ces sujets. Ouais. Question de Marius, pourquoi le vendeur accepte-t-il de payer une assurance au bénéfice de l'acheteur? Très bonne question, Marius. Eh bien, c'est tout simplement, comme je vous le disais, parce que d'abord, l'assurance lui permet de se maintenir dans le bien au-delà de l'usufruit, au-delà des 15 ans, s'il survit au-delà de ce terme. Et donc, ça lui permet premièrement de se maintenir dans le bien. Et s'il ne veut plus ou s'il ne peut plus se maintenir dans le bien, ils peuvent tout à fait partir en maison de retraite, récupérer l'assurance, et là, ça fait office de prévoyance pour eux, puisque l'assurance va payer tout ou partie de la maison de retraite. Et vous récupérez le bien. Question de Laure, pourriez-vous réexpliquer qu'est-ce que l'abattement appliqué à la valeur résiduelle de l'usufruit résiduel et comment il est déterminé? Alors, l'abattement, c'est nous qui le faisons. Il n'a pas d'origine légale ou fiscale particulière. L'idée, c'est simplement qu'il y ait entre vous et les héritiers du vendeur un partage des loyers qui restait à courir, tout simplement parce que ça vous permet, vous, de venir avoir une rentabilité encore un peu meilleure, une petite hausse de la rentabilité supplémentaire. C'est toujours au minimum un tiers du trop perçu des loyers qui restent à courir, donc de la valeur résiduelle de l'usufruit. Voilà, donc toujours un tiers au minimum. Question de Mélanie, quel est le taux d'impôt sur la succession pour un don de nue propriété à un héritier? Alors ça va dépendre de beaucoup de choses, et notamment en premier lieu de la valeur du bien et de si vous avez déjà consommé ou pas des abattements, donc si vous avez déjà ou pas gratifié cet héritier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, vous avez le droit de donner tous les 15 ans 100 000 euros
par parent et par bénéficiaire en ligne directe. Évidemment, plus il y a de bénéficiaires ou si il y a, si vous êtes 2 parents, bah, vous pouvez utiliser autant d'abattements qu'il y a d'intéressés. Et du coup, bah, typiquement, un couple qui n'aurait pas consommé ces abattements, qui utiliserait de la nue propriété avec 50% de décote par exemple, pourrait transmettre gratuitement jusqu'à 400 000 euros en biens immobiliers par bénéficiaire. Voilà. Je vous propose d'en faire encore une ou deux et puis après, de toute façon, le replay du webinaire sera disponible et moi, je reviendrai vers vous personnellement pour toutes les questions auxquelles je n'aurais pas eu le plaisir de répondre ce soir. Alors, donc, donc il nous en reste 2, c'est parfait. Question de Manuela, Bonjour de Montréal. Ah oui, d'accord, ok. Donc, il y a une question qui vient 2 fois. Bonjour de Montréal. Question concernant les travaux majeurs éventuels à effectuer en cours d'occupation. À qui en revient alors la charge? L'acheteur ou la personne qui en a l'usufruit, ou les frais sont partagés entre les deux? Ça, c'est le code civil qui ventile, qui fixe la répartition des charges entre vous et le vendeur. C'est très simple. Je vous renvoie à l'article 605 du code civil qui vous donne le principe. Tout est charge vendeur, usufruitier. Et ensuite, vous avez l'article 606, qui est l'exception au principe. Et l'exception au principe, c'est les gros travaux. Les gros travaux, c'est très restrictif. C'est structure, donc les murs porteurs, et la toiture. Cela reste et incombe au nu propriétaire, donc à l'acheteur. Mais voilà, c'est vraiment les 2 seuls postes sur lesquels vous pouvez éventuellement être appelé. Bon, évidemment, des gros travaux qui touchent à la structure de l'immeuble, donc concrètement, si je ne les fais pas, il y a un risque de péril sur l'immeuble. C'est des choses qu'on voit arriver généralement bien en amont. C'est pas du jour au lendemain qu'il est question de refaire une toiture. Il suffit de lire les PV d'AG du bien que vous vous apprêtez à acheter, par exemple, si c'est un appartement, pour savoir si oui ou non il va y avoir des sujets sur les années à venir. Question de Nadine, la dernière. Peut-on s'arrêter en fin de durée et ne pas poursuivre, même si le vendeur souhaitait rester plus longtemps? Concrètement, le vendeur, vous n'allez pas pouvoir le mettre dehors, c'est une personne âgée, donc l'assurance, elle est là pour ça. Elle est là pour vous indemniser, pour vous permettre de patienter sereinement, puisque vous recevez un revenu mensuel tous les mois. La législation française ne vous permettra pas de mettre le vendeur dehors. Et l'idée, c'est que justement, puisqu'il a à sa main la possibilité de récupérer cette rente mensuelle et de partir du bien, il faut savoir qu'il sera forcément au moins nonagénaire quand vous allez arriver en fin d'usufruit. Eh bien, c'est un encouragement économique pour lui à partir et à partir au profit d'un lieu pour sa fin de vie qui soit plus adapté, plus confortable, typiquement la maison de retraite. Voilà, je crois qu'on en a terminé. Donc, je vous remercie énormément pour votre participation. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux, aussi intéressés par cette présentation. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, je reviens vers vous ces prochains jours individuellement par mail. Et vous avez évidemment le replay de cette vidéo qui sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Union des Français de l'étranger. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée pour vous et je vous dis au revoir.